Ok, essaie de te souvenir de cette sensation quand tout s'écroule autour de toi et que même l'avenir semble incertain. Ouais, c'est une situation assez humaine et pas forcément représentative, je sais. Mais c'est exactement ce qu'a vécu la France le 2 septembre 1870, jour fatal où Napoléon III est capturé à Sedan. On vient de perdre contre la Prusse, et ce moment de désillusion collective est devenu le point de départ d'une transformation radicale. C'est la naissance d'une république. Pour être plus précis, de la Troisième République. Et la grande question qu'on se pose, c'est la suivante. Comment une nation, comment un pays, profondément meurtri par une défaite écrasante et divisée par des idéologies opposées, a-t-elle réussi à mettre en place et à enraciner un régime républicain tout en résistant aux oppositions, qu'elles soient d'inspiration monarchiste, religieuse ou encore radicale? Vous êtes prêts? Parce que moi, oui. De Sedan à la naissance d'une nouvelle ère. Bon, je pense que tu l'as bien compris, cette guerre franco-prussienne c'est un véritable désastre pour la France, autant à l'échelle nationale qu'internationale. Napoléon III est humilié, il est envoyé au Royaume-Uni et la France se retrouve sans empereur. On est absolument démunis. Et justement, au-delà du fait qu'on s'est fait humilier, même si on cherche à se reconstruire, ce désastre militaire ne se limite pas seulement à une défaite sur le terrain. C'est un coup de massue dans l'âme du peuple, qui tout d'un coup se retrouve sans repère. Et dans l'immédiat, la réaction ne se fait pas attendre, parce qu'un gouvernement de défense nationale voit le jour. Il est porté par des figures passionnées, qui refusent de le laisser sombrer. On peut notamment parler de Léon Gambetta, né en 1838, qui se dresse alors comme la voix rebelle et iconoclaste de la République. Avec sa verve percutante et sa détermination, il enflamme les esprits en prônant une nation gouvernée par le peuple. Et puis il y a aussi Jules Ferry, né en 1832, alors lui tu dois peut-être le connaître parce que c'est un grand artisan des réformes éducatives. Justement, si t'es à l'école ou que tu ne l'es plus, ça a été à cause de lui, ou grâce à lui, à vous de voir. Bref, en tout cas ces hommes aux idées claires et aux engagements forts, ils vont servir de catalyseurs pour faire tourner la roue d'un nouveau destin pour la France. Et cette situation, elle est plus complexe qu'elle n'en a l'air. Le gouvernement, dirigé d'abord par Adolphe Thiers, né en 1797, ancien révolutionnaire aguerri, doit faire face au traité de Francfort signé le 10 mai 1871. Et justement, ce traité, déjà, il est imposé à une France en lambeaux. Ça signifie non seulement qu'on perd l'Alsace-Lorraine, mais en plus de ça, imaginez, on doit payer une indemnité de guerre à la Prusse. Déjà qu'on s'est fait humilier sur le plan militaire et économique, et même logistique, on se fait humilier parce qu'on doit payer ceux qui nous ont humiliés. Donc dans ce contexte, les cicatrices de la défaite se mêlent à une volonté farouche de ne plus se laisser dominer par des régimes autoritaires du passé. Et puis, il y a aussi ce phénomène explosif appelé la Commune de Paris. Alors retenez-le bien, parce que ça débute le 26 mars 1871, et ça se termine le 28 mai de la même année. Imagine un Paris en pleine ébullition, où pendant la Commune, les Parisiens, nourris de rêves et de liberté, tente de mettre en place une démocratie radicale, en rupture avec l'ancienne hiérarchie. Et au cœur de ce soulèvement, la figure mythique de Louise Michel, née en 1830, se démarque. Cette institutrice devenue militante incarne un anticléricalisme assuré, c'est-à-dire une opposition virulente à l'influence de l'Église et à la lutte pour une justice sociale. Et retenez-le bien, parce qu'à partir de cette période, il va y avoir une grande opposition entre les monarchistes et justement ces personnes-là qui prônent la République sociale. Et même si la Commune finit dans une semaine sanglante, qui laisse derrière elle des milliers de morts et d'arrestations, cet épisode marque profondément la mémoire collective et ouvre la voie à un projet républicain qui se construit dans la douleur, mais surtout dans l'espoir d'un renouveau. Bref, si vous voulez un résumé de cette période, cette première phase, qui s'étend de Sedan à la fin de la crise de la Commune, est celle où la France se relève de ses cendres. Elle pose les bases d'un régime parlementaire. Ce système dans lequel le pouvoir est partagé entre un parlement élu par le peuple et un gouvernement responsable devant lui. Une véritable rupture avec les régimes autoritaires du passé, notamment le Second Empire, où un seul homme détenait toutes les cartes, notre fameux Napoléon III. L'affirmation des libertés et la diffusion de la culture républicaine. Alors là, on entre dans le vif du sujet. Comment, à ton avis, transformer les idéaux révolutionnaires en pratiques quotidiennes ? C'est justement dans cette période, entre 1875 et 1887, que la culture républicaine, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs, symboles et pratiques qui forgent l'identité nationale, se diffuse à travers des réformes concrètes et des lois qui vont changer la vie des Français. Justement, on remonte en 1789, la Révolution française. Peu de temps après, la Première République est proclamée, pour autant ça n'a pas duré très longtemps avant qu'on tombe dans le phénomène de la terreur. Et ensuite, on a eu la proclamation du Premier Empire, un régime autoritaire, après on a eu la restauration de la monarchie, puis
la Seconde République qui n'a duré que 4 ans, et encore 3 ans et demi quoi. Et justement, Napoléon III a balayé cette république-là. En fait, on n'a jamais réussi à maintenir une république sur le long terme. C'est pourquoi les lois constitutionnelles de 1875 viennent d'abord sécuriser les fondations du nouveau régime en mettant en place le fonctionnement du régime parlementaire. Ce système, tu vois, c'est l'idée que le peuple choisit ses représentants, qui, à leur tour, gouvernent et s'assurent que le pouvoir ne soit jamais concentré entre les mains d'un seul homme. Clin d'œil au de Napoléon. Mais le vrai levier de la diffusion des valeurs républicaines, c'est l'éducation. Et c'est justement grâce à Jules Ferry que vous avez accès à l'éducation gratuite, laïque et obligatoire. Là, l'idée, c'est de former des citoyens éclairés, capables de comprendre leurs droits et de participer activement à la vie démocratique. On abandonne peu à peu le système d'enseignement dominé par l'Église et on prône la laïcité, c'est-à-dire la neutralité de l'État en matière de religion. Et tu vois, les instituteurs à l'époque, ils étaient souvent surnommés les hussards noirs de la République. Pourquoi ? Parce qu'ils se lèvent et vont à l'école à cheval chaque jour pour diffuser ces valeurs républicaines. Aujourd'hui, ça peut te paraître assez simple qu'un prof se lève tous les jours pour t'apprendre des choses. Et ben à l'époque, c'était pas vraiment le cas. Et c'est officiel maintenant. Les profs deviennent alors de véritables ambassadeurs de la culture républicaine. Leur boulot, c'est de transformer l'école en un lieu où s'apprennent non seulement les maths et le français, mais aussi le sens de l'égalité, de la liberté et de la fraternité. C'est un peu l'objectif de tes cours d'EMC, par exemple, que tu fais en histoire géo. Et c'est aussi cette période qui voit la mise en place de grands symboles républicains. Bon, parmi les milliers de symboles qui représentent la République française, je vais vous citer par exemple la Marseillaise, qui a débuté en 1792. Elle sera officiellement adoptée par la République en 1879, qui devient l'hymne national du pays. Bon, je vais peut-être abuser en disant des milliers, mais en tout cas, t'as aussi la Marianne, cette figure allégorique, emblématique de la République, qui incarne à la fois la liberté et l'esprit critique. Et justement, ces symboles, qui semblent simples, font partie intégrante d'un projet d'unification. Ils servent de repère et de langage commun pour une nation qui cherche à se reconstruire après des années de division. En fait, on veut justement réunifier les Français sous la même bannière. On veut que peu importe le lieu de localisation, peu importe l'idéologie, peu importe le contexte social, que tu sois français. Peu importe ton contexte, c'est l'idée qu'on cherche à instaurer dans le cœur des Français. D'abord pour des fins d'unification et de simplicité au niveau de la justice, mais surtout dans une vue de vengeance de l'Allemagne. Parce que ouais, dans les bouquins scolaires, on va commencer à enseigner une haine et surtout une revanche à prendre pour récupérer l'Alsace-Lorraine. Enfin déjà, je vais un petit peu trop loin, parce qu'il faut pas oublier non plus la philosophie qui accompagne cette transformation. Le positivisme, par exemple, inspiré par Auguste Comte, s'immisce petit à petit dans la pensée républicaine. Ce courant, il valorise l'observation des faits et l'ordre social fondé sur la raison, ce qui vient à rationaliser les réformes et donner une base scientifique aux politiques publiques. Au final, tout cela contribue à forger ce qu'on appelle la culture républicaine, c'est-à-dire un ensemble de pratiques et de croyances qui se diffusent dans toutes les sphères de la société grâce à l'éducation, la presse libre et à la participation active des citoyens. Et quand je parle de presse libre, ça n'a pas toujours été le cas, faites attention, parce que cette loi, elle arrive en vigueur seulement le 29 juillet 1881. Et justement, cette liberté de la presse, elle révolutionne le pays. C'est la première fois qu'on peut voir une multitude de journaux dans l'ensemble du pays, là où l'imprimerie a toujours été contrôlée par les institutions et par les pouvoirs. Ici, chaque journal peut diffuser sa vision politique, sa vision de chaque événement. Et ça, c'est très important pour l'éducation des citoyens. D'ailleurs, est-ce que vous voulez une petite statistique? Bon, elle est très élargie, mais imaginez que dans les années du XVIIe siècle, c'est-à-dire dans les années 1600, l'alphabétisation des hommes comme des femmes vacillait entre 15 et 30%. Et ben en 1911, bon on remonte un petit peu après, l'alphabétisation est élevée à 96%, hommes comme femmes. Enfin revenons au cours. Un moment symbolique de cette période, c'est sans doute les funérailles nationales de Victor Hugo en 1895. Ouais, tu le connais forcément, ce grand poète et homme engagé, qui a traversé les différents régimes, du Premier Empire à la Troisième République, et il a été célébré comme un héros des idées humanistes. Organiser ces funérailles à l'échelle nationale, c'est un peu comme dire au peuple « Regardez ce qu'on peut accomplir à la défense de la liberté ». C'est aussi un moyen de rappeler que la République s'approprie l'héritage de la Révolution pour construire un avenir différent, fondé sur des valeurs communes et partagées.
Au final, cette phase est celle où les réformes ne restent pas de simples textes sur du papier, mais deviennent de véritables outils de transformation sociale. Les lois scolaires, la neutralité de l'État, la diffusion des symboles républicains et la rationalisation des institutions vont ensemble créer un environnement où les libertés fondamentales sont affirmées et où la démocratie prend véritablement vie, que ce soit dans les écoles, dans la rue ou encore dans la presse. Opposition et défis, les contre-courants qui forgent la République. Alors attention, parce que si le projet républicain il avance, c'est jamais sans limite. Parce que dès que les bases sont posées, il y a toujours des oppositions qui surgissent pour tenter de renverser l'édifice. Et dans cette troisième phase, qui s'étend de 1887 à 1905, la République doit composer avec des mouvements révolutionnaires, des scandales et des controverses qui secouent la société. Alors tout d'abord, je vais vous parler du général Boulanger. C'est un homme charismatique et séducteur, et non, il produit pas de baguettes, mais il incarne ce rejet de parlementarisme jugé trop lent et trop consensuel. Par un discours nationaliste, il parvient à capter l'attention d'un peuple lassé par les lenteurs bureaucratiques. Et même si son coup d'état raté montre bien les limites d'un tel excès de populisme, la crise boulangiste révèle qu'il existe en filigrane des tensions profondes au sein du nouveau régime. Et ce mouvement, dont les ambitions se heurtent à celles d'une démocratie en construction, illustre parfaitement les fractures internes de la France de l'époque. Puis, on peut pas passer sous silence l'affaire Dreyfus, qui éclate à partir de 1894. Imaginez un petit peu, un officier de l'armée, Alfred Dreyfus, d'origine alsacienne et de confession juive, accusé à tort de trahison. Cette affaire, qui se transforme en un scandale national, expose les dérives d'un système militaire encore trop imbibé d'anciennes logiques monarchiques, et révèle un sentiment antisémite, latent, dans une partie de la société. Et l'affaire, elle prend une tournure dramatique, quand en 1897, le sous-lieutenant Picard dénonce que Dreyfus est innocent, et que le coupable est en réalité le sous-lieutenant Esterhazy. Et ça, justement, retenez-le, parce qu'une célèbre lettre qui sortira un petit peu plus tard et que vous connaissez peut-être, J'accuse d'Émile Zola, qui sera publiée dans l'Aurore en janvier 1898, divise profondément le pays entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards, mettant en lumière la fracture entre la modernité démocratique et le conservatisme qui refuse le changement. Et parallèlement à tout cela, la question des droits de la femme se pose avec acuité, parce qu'Hubertine Auclair, figure pionnière du féminisme en France, naît en 1848. Elle se bat pour que les femmes puissent enfin se faire entendre. On raconte même que son premier mot prononcé dans ses plaidoyers fut « égalité ». Si ça c'est pas beau quand même. Et malgré toute sa détermination, le droit de vote reste longtemps inaccessible aux femmes, illustrant une fois de plus le fossé entre les idéaux d'émancipation et de réalité sociale, parce que ce refus d'accorder aux femmes une place égale dans la vie politique, ça montre que même dans une république qui se veut progressiste, qui veut faire des progrès sociaux, les mentalités traditionnelles continuent d'exister et de remettre en question les avancées réformatrices. Un autre aspect qui vient compliquer le tableau, c'est le scandale de Panama. À la fin du 19e siècle, ce gigantesque dossier de corruption éclate, impliquant des financiers, des politiciens, des journalistes et j'en passe. Le scandale, il expose des dérives qui fragilisent la crédibilité du régime et démontre que même dans une démocratie naissante, l'opacité et les intérêts particuliers peuvent miner la confiance du peuple dans ses institutions. Comment faire confiance à un peuple dans des affaires de corruption, vous me direz? Eh ben justement, c'est une problématique de notre troisième république. Et de la même manière, pour tenter de contrer les mouvements anarchistes et révolutionnaires, des lois scélérates sont mises en place. On parle de lois destinées à réprimer les agissements des militants radicaux qui sont perçus par certains comme une atteinte aux libertés individuelles, mais surtout qui alimentent ainsi les critiques sur la rigueur du régime républicain. Parce que pendant cette période, le nouveau régime a aussi dû s'adapter à l'instauration du service militaire, une sorte de conscription qui impose à chaque citoyen de participer à la défense du pays. Et cette obligation, bien que nécessaire pour renforcer la cohésion nationale dans un monde plein de conflits, soulève des débats passionnés sur le devoir de chacun face à l'État. C'est dans ce climat que s'inscrit la politique de défense de la Troisième République, une politique parfois teintée de positivisme comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis il est important de noter qu'il y a des rivalités politiques à l'intérieur du pays, comme celle qui oppose Léon Gambetta et Clémenceau. D'abord Gambetta, lui, c'est un idéaliste, il est convaincu que la République doit être le reflet de la volonté du peuple. Il défend une vision de la démocratie qui est participative et pleine d'espoir. De son côté, Clémenceau, il est plus pragmatique et parfois jugé plus sévère, car il insiste sur la nécessité d'un ordre fort pour encadrer les réformes et éviter le chaos. En fait, leur vision contrastée illustre bien les défis à relever pour transformer des idées abstraites en un fonctionnement concret et efficace du régime républicain. Tous ces défis et oppositions montrent que construire une république, c'est un travail quotidien,
plein d'hésitations et de compromis. La France de l'époque est un terrain de bataille où s'affrontent les visions du passé et les rêves de demain, et où chaque événement, même le plus désastreux, sert de leçon pour l'avenir. Mais alors, que retenir de cette mise en œuvre du projet républicain? Que retenir du début de notre troisième république? Et c'est là que je vais finir cette vidéo. Comment répondre à notre grande question, hein? Comment, malgré des défaites cuisantes, des scandales retentissants, des oppositions féroces, la France a-t-elle réussi à enraciner les valeurs républicaines et à construire un régime fondé sur la démocratie parlementaire? En fait, la réponse, elle est plus simple que vous le pensez. C'est que le projet républicain a su transformer ses failles en force, en se réinventant à travers des réformes audacieuses, que ce soit les lois constitutionnelles qui instaurent un équilibre des pouvoirs, avec les réformes éducatives de Jules Ferry qui offrent à chacun la chance d'apprendre, ou encore la mise en place de symboles forts comme Marianne ou encore la Marseillaise. La République, elle a su créer une identité collective, on se reconnaît sous la même bannière. En fin de compte, la Troisième République, avec tous ses défis, prouve que la force d'un projet ne tient pas seulement à son absence de crise, mais à la capacité de se renouveler et de puiser dans chaque revers une énergie nouvelle. Comme nous le rappelle Victor Hugo avec sa célèbre citation « L'avenir est une porte, le passé en est la clé ». Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu apprendre des choses. Maintenant, si je peux vous demander quelque chose, c'est de vous abonner à la chaîne, mais surtout, n'hésitez pas à mettre un commentaire positif comme négatif. La critique est très importante pour moi et c'est avec ça que je peux me développer, mais aussi avoir un bon référencement. En description, vous retrouverez une fiche sur laquelle vous pourrez trouver les dates clés du chapitre. Et sur ce, c'était Overstory, je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires.